Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui dans ce webinaire sur l'insertion et l'inclusion des personnes handicapées qui est proposé aujourd'hui par le MEDEF Île-de-France qui est l'ensemble des MEDEF territoriaux qui se joignent à nous pour cette présentation. Le MEDEF Île-de-France qui a coutume, on va dire assez régulièrement, de proposer une table ronde depuis que j'y suis, depuis le monde d'avant où on n'était pas obligé de se réunir en virtuel déjà, qui essaye de re-questionner assez régulièrement la politique emploi des personnes handicapées. Donc aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est qu'on a été pendant les 2 dernières années plutôt très conceptuel, à essayer de décrypter la réforme, de comprendre ce qui se passait. Et finalement, on s'est rendu compte que l'intérêt était peut-être d'être beaucoup plus pragmatique. Donc aujourd'hui, vraiment de porter l'accent dans le sens de la réforme aussi, qui veut qu'on soit vraiment sur de l'emploi direct des personnes en situation de handicap. Et c'est la raison pour laquelle finalement, on a souhaité partir sur quelque chose de très ancré terrain, avec des acteurs qui ont été triés sur le volet. Donc on a une liste de panélistes qui sont là, qui ont tous dit qu'ils étaient prêts à répondre à l'ensemble de vos questions sans tabou, sans frontières, sans limite. Et vous allez vous débrouiller avec ça. Et donc, vraiment, le concept du webinaire, c'est de faire en sorte que vous puissiez poser les questions qui sont les plus pratiques pour vous et que donc vous pourrez les poser dans le questions-réponses qui sera là. Donc, j'aurai un peu un œil sur les questions-réponses avec Pascal qui sera là avec moi aussi, qui s'occupe de tout ce qui est gestion aux manettes. Et pour le coup, comme on va essayer de tenir aussi les délais qui sont imposés, je vais vous présenter donc la Ligue des Gentlemen et des Gentlewomen qui vont être avec nous pour ce webinaire. Donc, on aura donc Lawari Merabti pour l'AGFIP, qui est un petit peu celui qui s'occupe de toutes les questions transverses en matière de handicap. Donc, c'est un peu notre Zinedine Zidane aujourd'hui. Donc, c'est celui qui va commencer les interventions. Ensuite, on aura les drôles de dames du Cap Emploi, du Pôle Emploi, qui seront là pour justement le côté insertion pure et dure. Ensuite, on aura Philippe Bouchard pour l'entreprise adaptée de travail temporaire, pour vous expliquer ce que c'est. Donc, il viendra parler de la sienne aussi, Cliff, qui est un peu, lui, notre Georges Clooney, un peu l'urgentiste à qui on fait appel. Et ensuite, nous finirons avec notre Wonder Woman, Oui. Guylaine Traoré, de l'Éducation nationale, qui viendra nous expliquer tous les ponts qui sont possibles en matière justement de réponse à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mais pas que. Aussi, tout ce qui est possible de faire avec l'Éducation nationale en matière de formation. Donc voilà, sans oublier que le Cap Emploi intervient aussi avec Keops. Enfin, c'est Keops qui intervient pour le Cap Emploi avec Anne-Cécile Richard, que j'ai oublié de citer, ce qui n'est pas bien du tout. Donc, Lawari, quand vous êtes prêt. Il y a aussi Madame Moutel de Pôle emploi qui vient de se connecter. Donc je te Ah laisse. voilà, Madame Moutel du Pôle emploi qui vient de se connecter. Donc, tout le monde est là maintenant, donc on est parti. C'est parfait. Merci Niane. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais essayer de vous présenter un peu la GFIP et le service qu'on apporte aux entreprises et surtout dans un esprit de complémentarité avec nos partenaires qui sont Cap Emploi et Pôle emploi qui ont l'occasion aussi de vous présenter aussi leur offre de service et comment on peut répondre aux attentes de l'entreprise. Je vais partager un document avec vous. La GFIP, pourquoi et comment? Donc, la GFIP, on est chargé de développement de l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap par rapport à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, qui est la fameuse taux d'emploi de 6%. C'est un organisme, nos ressources sont issues de la contribution des entreprises de plus de 20 salariés du secteur privé et qui n'ont pas au minimum 6%. On a une offre de service qui est composée de 3 niveaux, des aides financières à la personne et aux entreprises, des prestations beaucoup plus de diagnostic et aussi des services un peu plus. Donc la GFIP, on existe depuis 1987 et notre mission a été
un peu modifiée, prolongée par les deux lois qui suivaient. C'est celle de 11 février 2005 et la dernière loi, c'est la loi Choisir son avenir professionnel qui a changé la collecte de la contribution de 6% de l'OTH qui est maintenant à l'URSSAF et dans le cadre de la DSM. Alors, vraiment, en termes de... Et surtout, on vient en complémentarité et en étroit travail avec nos partenaires de Pôle emploi et de Cap emploi sur les sujets de besoins des entreprises et comment répondre aux besoins des entreprises. Je vais vous présenter rapidement un outil qui est à votre disposition et que vous pouvez vous-même l'utiliser, qui s'appelle l'autodiagnostic handicap, pour vous aider à passer à l'action. C'est-à-dire quand vous souhaitez intégrer et commencer à réfléchir comment remplir votre obligation d'emploi, quels sont les axes forts que vous pouvez développer. Et cet outil-là, il est à votre disposition et vous pouvez tout de suite aller sur le site internet de monparcourshandicap.gouv.fr, qui est une passerelle, qui est une plateforme où vous trouvez pas mal d'actions dans ce diagnostic flash. Il est en 10 minutes à remplir sur 6 axes. Intégrer le sujet du handicap dans la stratégie de votre entreprise, sensibiliser et informer sur le sujet du handicap, recruter et intégrer un collaborateur en situation de handicap, prévenir les risques professionnels et le maintien dans l'emploi, l'accessibilité et aussi développer les relations avec le secteur protégé et adapté. Et vous aurez aussi la présentation de clips sur la partie de l'entreprise de travail temporaire adapté. Vous avez les résultats de vos diagnostics, vous donnent un peu cette courbe-là. Il vous ressort quels sont vos points forts et vos points d'amélioration, vos axes d'amélioration par rapport à votre politique d'emploi où vous souhaitez intégrer cette question du handicap dans vos propres politiques et stratégies d'entreprise. Après, on a notre propre offre à nous, à GFIP, qui est une offre d'accompagnement, de conseil et d'accompagnement. Donc là, on va au-delà du diagnostic, c'est-à-dire que là, on vous rencontre et on essaie de travailler avec vous sur comment vous accompagner, comment vous aider à développer, à mettre en œuvre une stratégie ou une politique d'emploi. Donc, ça part par le principe d'une analyse de vos besoins, aussi de l'information, l'orientation et l'outillage, le diagnostic de droit commun ou le diagnostic action. Donc, on fait une analyse plus approfondie de vos besoins qui va déboucher sur une présentation ou des pistes d'action, la mise en place d'un plan d'action. Donc, et après, on vous accompagne dans la mise en place de ce plan d'action qui peut prendre plusieurs formes, soit des accompagnements personnalisés et que vous continuez, soit par le biais d'un partenariat par rapport à une convention de politique d'emploi ou certaines entreprises souhaitent aller vers un accord dit exonératoire, hein, que vous pouvez même vous-même gérer avec vos partenaires sociaux. Et après, aussi, appuyer à la professionnalisation, comment outiller, comment culturer vos collaborateurs sur la question du handicap. Mais ça aussi, c'est un service aussi qui est offert par nos partenaires Pôle emploi et Cap emploi. Rapidement, sur ce diagnostic action, les objectifs, c'est analyser, construire et mobiliser, analyser les données quantitatives et qualitatives de votre entreprise et de son écosystème, les informations issues des entretiens, des questionnaires avec des collaborateurs, avec des managers de proximité, avec des personnes en situation de handicap, de voir un peu comment est perçu, comment est pris en compte la question du handicap dans votre entreprise. Construire, c'est la proposition d'un plan d'action, donc concrètement personnalisé et adapté par rapport à votre contexte, par rapport à votre entreprise, par rapport à vos métiers. Identifier les freins et les leviers qu'il faut mettre en œuvre pour que vous puissiez développer de plus en plus vos politiques et mettre en place ce plan d'action. Et aussi, vous mettre le lien aussi avec les acteurs, que ce soit internes de l'entreprise, mais aussi les acteurs internes sur le sujet du handicap. Après, la mobilisation, c'est impulser une dynamique permettant à la mobilisation des acteurs internes, direction générale, ressources humaines, IRP, manager de proximité, direction opérationnelle et ainsi de suite, toute la configuration et l'organigramme d'une entreprise. Et après, passer à la sensibilisation sur la prise en compte du handicap dans les organisations de travail. Et c'est vous qui définissez quelles sont les cibles à aller sur cette action de sensibilisation. Une démarche qui engage l'entreprise et les acteurs parties prenantes dès son démarrage. Donc, on est bien dans cette dynamique-là. La mise en œuvre
Alors, un ensemble d'outils qui sont mis à votre disposition. Donc, on peut mettre pas mal de choses à votre disposition déjà pour que vous puissiez aller à cette boîte à outils et trouver pas mal de choses. Donc, on a une chaîne YouTube. Vous avez pas mal de capsules vidéo qui sont sur la sensibilisation, sur la mobilisation du handicap, sur des handicaps sensoriels, troubles cognitifs, maladies psychiques, maladies mentales, les troubles du spectre autistique, vraiment une batterie d'outils à votre disposition pour sensibiliser. Vous avez aussi un centre de ressources et après, vous avez aussi tous les éléments que vous pouvez trouver dans notre site Internet et notre portail Internet et le portail Internet qui fait le lien avec le portail Internet de nos partenaires qui sont soit la plateforme de l'État, mais aussi Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales, mais aussi les autres acteurs. Et après, nous avons développé aussi un réseau des référents handicap dans les entreprises. Vous savez que la loi Choisir son avenir professionnel met en place maintenant toute entreprise plus de 250 salariés doit désigner un référent handicap. Nous, à GFIP, on a mis en place un réseau de référents handicap. Ce réseau, les modalités, c'est accessible à toute personne en charge du sujet handicap dans les entreprises, quelle que soit leur taille. La loi impose pour les plus de 250 salariés, mais n'empêche pas que certaines entreprises, moins de 200, peuvent aussi désigner un référent handicap. Liberté de participation, des ateliers thématiques, chaque mois, des modules d'appui à la professionnalisation pour les nouveaux référents handicap. Donc, on essaie de les former et de les tenir en cours, plutôt en mise à jour, et des groupes de travail qui peuvent être organisés. Le réseau facilite le partage d'expériences et des pratiques entre pairs, c'est-à-dire entre différents référents handicap dans les entreprises, initier la mise en réseau, favoriser la mise en œuvre de projets communs, parce que ça peut être aussi des entreprises qui ont dans le même secteur d'activité, qui ont à peu près les mêmes problématiques, peuvent travailler ensemble et construire ensemble et co-construire aussi des outils procédures. Pour rejoindre ce réseau, vous avez une adresse mail et à ce moment-là, vous êtes inscrit et vous serez membre du réseau. Et après, il y a un espace collaboratif aussi des réseaux référents handicap. Cet espace collaboratif, vous pouvez accéder et vous accédez à tous les ateliers, tout le travail qui a été fait dans le cadre de ce réseau des référents handicap. Voilà, j'ai essayé de tenir dans les temps. Je pense que je suis parfait par rapport au temps et donc vous souhaitons que la GFI vous accompagne dans votre politique d'emploi, entreprise.ile-de-france@agfi.so. Le support vous sera envoyé par Liane et l'équipe du MEDEF Île-de-France. Merci à vous tous et je suis prêt à répondre à vos questions. La précision d'un horloger suisse. Vraiment parfait. Après, il y a eu beaucoup d'informations, donc ça, je peux le comprendre. Les questions qui vont ne pas tarder de tomber, j'imagine, seront celles du partage de cette communication. Vous y avez répondu. Nous vous enverrons tout ce qui est support et même les supports qui ne seront pas présentés. Donc, vous aurez de quoi abreuver votre curiosité. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, présentation un peu de l'ensemble des dispositifs. Et justement, je parlais du champ transverse qu'avait la GFIP qui intervient un peu avec tout l'écosystème du domaine. Chose importante que vous avez précisé, c'est que vous n'êtes plus les collecteurs. Donc ça, vous avez laissé cette tâche un peu à l'URSSAF. Mais vous êtes toujours les plus pertinents pour accompagner la structuration et le déploiement des plans d'action au niveau des entreprises. Et tout ça, bien sûr, sans coût supplémentaire, parce que ça fait partie de votre contribution qui n'est pas une taxe, hein, on ne le dit pas assez, et donc de ne pas hésiter de vous solliciter. Alors, est-ce qu'on avait des questions? Voilà. Est-il possible de faire intervenir la GFIP pour des modules de sensibilisation dans les entreprises? Bien sûr, oui, avec plaisir. Il suffit que vous nous envoyiez une demande sur l'adresse mail qui est dans le PowerPoint que vous sera transmis. Et à partir de là, on s'organisera pour vous présenter une présentation. Et on peut le faire aussi en partenariat avec Cap emploi ou Pôle emploi dans ce cadre-là, si les disponibilités des uns et des autres sont possibles. D'accord. Donc, je vais prendre une dernière question et ensuite, on va passer à Hélène Moutel qui pourra présenter aussi Hélène Moutel et Anne-Cécile qui pourront présenter le rapprochement Cap emploi, Pôle emploi. Donc, on a une question qui en vaut à peu près 3 ou 4, hein, où il était demandé, alors, comment accompagner les individus qui auraient un handicap mais qui ne souhaiteraient pas être reconnus travailleurs handicapés? Comment accompagner ceux qui refusent d'accepter leur handicap? Comment accompagner ceux qui refuseraient des aides, des outils et des compensations? Donc, en gros, comment accompagner les personnes un petit peu dans leur globalité? Alors, la question, c'est aussi ces modules de sensibilisation, de démystification du handicap, d'expliquer
Qu'est-ce que ça peut apporter aussi d'avoir une reconnaissance handicap? Donc, il y a des modules qui sont là et le rôle qu'on fera nous avec nos partenaires, hein, pour vous présenter si vous organisez des réunions pour expliquer aussi ça. Mais aussi, ça va vous permettre dans le réseau des référents handicap et les échanges avec vos pairs, qu'ils ont aussi été confrontés à ce type de questions et qu'ils ont trouvé des solutions qui permettront à répondre à ces questions-là. Donc, je pense, moi, je vous conseille de rejoindre ce réseau-là, mais aussi, nous pouvons, nous, avec nos partenaires, Pôle emploi, Cap emploi, à venir et à expliquer et à essayer de démystifier, de culturer sur la question du handicap. Comme ça permettra aux personnes de voir aussi l'intérêt de comment se déclarer en situation de handicap et l'avantage que ça peut lui apporter parce qu'il peut avoir des aménagements de poste, il peut avoir de la compensation de handicap, mais aussi prise en compte d'un certain nombre de problématiques que rencontre la personne. Donc, casser un peu les tabous, en fait, pour résumer, vous êtes tout à fait à même d'intervenir dans des éléments de sensibilisation au cœur même des entreprises ou de faire intervenir des partenaires également. Oui, j'ai vu une question passer comme quoi pour demander est-ce qu'il y avait un coût pour rejoindre le réseau des référents handicap. Non. Non, c'est gratuit, c'est simplement s'inscrire et à partir de là, participer, s'engager. Il y a tout un élément de charte. Après, c'est un travail, participer aux ateliers, mais il n'y a pas de coût à payer pour entrer dans le réseau des référents handicap. D'accord. Pour le coup, il est prévu un temps de questions-réponses, donc on reviendra sur certaines questions auxquelles on n'aura pas répondu. Mais après, pour équilibrer le temps de parole, on va quand même laisser parler le Cap emploi enfin le KEOPS et le Pôle emploi sur le rapprochement qu'ils sont en train d'opérer. Donc, si vous voulez bien, je vous passe le micro. Et ne vous inquiétez pas, les documents seront transmis et donc vous retrouverez l'adresse mail qui était indiquée pour rejoindre le réseau des référents handicap, parce que c'était une des autres questions et je m'arrête là. Bon, en tout cas, merci Lilian pour l'introduction. Puis on est ravis avec Cécile Richard d'intervenir conjointement parce que c'est aussi marquer notre partenariat et le rapprochement en cours opérationnellement au sein de nos équipes et notamment pour simplifier et améliorer aussi les services que nous proposons aux employeurs en lien avec le recrutement de personnes en situation de handicap. Donc voilà, on va vous expliquer avec Anne-Cécile un peu ce qui se passe en ce moment entre nos deux réseaux et concrètement sur quoi vous pouvez vous appuyer en tant qu'employeur en lien avec les agences et les Cap emploi. Voilà, parce qu'effectivement, le lieu unique d'accompagnement, c'est la grande nouveauté dans l'offre de services qu'on va proposer, puisqu'il a été décidé déjà en 2017, suite à 2018, suite à un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, de rapprocher Pôle emploi et Cap emploi dans une logique de simplification et d'amélioration du service rendu à la fois aux demandeurs d'emploi en situation de handicap, mais aussi aux entreprises qui recrutent. Et donc, très concrètement, et vous pouvez passer aux planches suivantes, ce qui a été décidé, c'est de mettre en place un lieu unique d'accompagnement, donc au sein des agences Pôle emploi, avec des conseillers Cap emploi et des conseillers Pôle emploi qui travaillent conjointement pour avoir une seule clé d'entrée et des démarches simplifiées. Et donc, nous avons aussi travaillé à une offre de services intégrée qui réunit vraiment l'ensemble des compétences et des expertises des deux réseaux en lien avec les partenaires et en particulier en s'appuyant aussi sur l'offre de services proposée par la GFIP que Lawari a décrite en partie tout à l'heure et également vis-à-vis des recruteurs en installant ce qu'on a appelé des teams handicap. Donc, très concrètement, il y a 123 teams handicap en Île-de-France qui sont engagés conjointement pour travailler à l'accompagnement des entreprises dans le recrutement de personnes en situation de handicap et à l'accompagnement des personnes en situation de handicap également pour qu'elles puissent retrouver un emploi et s'insérer sur le marché du travail. Alors, pourquoi faire appel à Pôle emploi Cap emploi? Vous me faites un signe quand vous voulez que je passe à la page 4, voilà. Encore une. Voilà. 4 bonnes raisons. Donc voilà, il y a 4 bonnes raisons. Et donc, vous pouvez passer à la première, du coup. La première bonne raison, c'est que si vous avez besoin d'informations sur l'emploi et le handicap,
vous pouvez venir nous voir. Vous pouvez venir voir les 123 teams handicap qui sont présentes en Île-de-France. Et nos conseillers vous informeront sur l'offre de services disponible pour vous aider à recruter, sur les offres de services complémentaires disponibles aussi en lien avec la GFIP, le FIP, toutes les aides financières, la réglementation, la législation. Et très concrètement, ça se passe déjà en ce moment. Pour vous donner quelques exemples, nous travaillons conjointement Pôle emploi, Cap emploi. Nos conseillers en agence travaillent ensemble, par exemple, pour proposer des actions communes autour des secteurs en tension et qui recrutent des personnes en situation de handicap. Donc, c'est par exemple la restauration, la vente, le service à la personne. Et nous mettons en place ce que nous appelons des hashtags tous mobilisés. Donc, ce sont des événements en agence qui permettent de faire venir des employeurs, de faire venir des demandeurs d'emploi en situation de handicap et de sensibiliser les demandeurs d'emploi en situation de handicap sur ces métiers auxquels ils peuvent accéder et sur les offres d'emploi qui existent. Et donc, c'est une rencontre en fait directe qui est proposée entre les recruteurs et les demandeurs d'emploi dans nos agences. Et ces événements ont lieu de manière très régulière. Pour vous donner un autre exemple de ce que nous pouvons faire aussi sur ces questions de l'information, nous avons fait récemment dans le 92 un travail avec des établissements, des entreprises qui sont agréées par la DRIEETS, dont certaines d'ailleurs ont signé une convention avec la GFIP, dont certaines sont aussi des entreprises adaptées. Et nous avons mis en visibilité en fait, auprès de ces entreprises l'offre de services communes. Et nous avons fait des webinaires et des communications spécifiques vers ces entreprises dans le 92. Nous avons aussi fait des visites communes, conseillers Pôle emploi, conseillers Cap emploi, qui ont permis du coup de les sensibiliser aux possibilités qui leur étaient offertes et qui leur permettaient de recruter plus facilement, plus simplement des personnes en situation de handicap. Donc, leur ont été présentées aussi les possibilités de formation spécifiques pour les personnes en situation de handicap qui peuvent peut-être permettre de lever des freins à l'embauche. Et puis toutes les aides qui sont mises en place. Donc voilà, donc c'est des exemples d'actions très concrètes qui peuvent être faites sur le terrain autour de ce besoin d'information. La deuxième bonne raison du coup de faire appel à nos services, c'est que nous pouvons accompagner vos recrutements de personnes en situation de handicap. Et très concrètement, nos conseillers en agence peuvent travailler avec vous pour faire une analyse de poste, pour vous appuyer aussi dans la rédaction des offres d'emploi, pour vous présenter des candidats qui répondent à vos besoins, et puis pour aussi mettre en place tous les services nécessaires qui permettent d'accompagner le recrutement de la personne. Voilà. Et donc là-dessus, c'est pareil, on a déjà des belles histoires qui ont eu lieu. Je vais en citer quelques-unes. À Saint-Pétersbourg, qui est une agence de Paris, il y a eu des contacts avec une entité du groupe LVMH et à travers toute l'offre des services qui a été mise en place conjointement par les conseillers Pôle emploi et Cap emploi, donc l'analyse de poste, la proposition de candidats aussi, la mise en relation. Il y a 4 candidats travailleurs handicapés qui ont été embauchés pour travailler pour cette entité du groupe LVMH. On a aussi récemment fait en Île-de-France un recrutement pour Korian sur des cuisiniers qui travaillent dans ces établissements Korian qui sont des EHPAD en fait, principalement. Et donc, il y a une agence qui a été dédiée sur l'organisation et l'accompagnement de ce recrutement sur le territoire, et les conseillers Pôle emploi, Cap emploi ont travaillé ensemble pour identifier des candidats, mettre en contact ces candidats avec Korian, organiser des informations collectives sur les offres d'emploi. Et on a aujourd'hui 12 cuisiniers qui sont en apprentissage, 12 cuisiniers travailleurs handicapés qui sont en apprentissage chez Korian pour pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise sur les métiers de cuisinier, et puis ça les met elles-mêmes dans une dynamique d'emploi positive.
Voilà, et puis je vais laisser Anne-Cécile prendre la suite sur les 2 autres bonnes raisons. D'accord. On avait peut-être une question assez rapide avant qu'Anne-Cécile n'intervienne. Une question qui vous concerne toutes les deux, j'imagine. Quelqu'un demande comment est-ce qu'elle peut identifier sa team handicap sur son département. Alors, on va y venir juste après. D'accord, bon, bah, c'est parfait. On n'anticipe pas de spoil. Alors, juste avant de passer à la 3e bonne raison et en complément de ce que précisait Hélène, il faut savoir qu'en Île-de-France, il y a à peu près 61 000 demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés en situation, en situation de handicap. Donc, ça donne la cible pour laquelle on réunit nos forces et nos ressources pour travailler sur le sujet de leur accès à l'emploi. Et dans les exemples qui ont été précisés sur les formations préalables au recrutement, c'est vrai qu'on travaille aussi en lien avec notamment aussi les OPCO, avec l'AGFIP sur du financement, parfois de programmes de formation qui vont permettre la formation en prévision d'emploi, parfois sur des besoins qui sont communs à plusieurs entreprises. Donc, une entreprise ne va pas toute seule avoir un besoin pour 12 ou 15 personnes, mais on peut, avec plusieurs employeurs ou par des fédérations professionnelles, selon différents formats, avec les outils que l'on a dans notre escarcelle et avec l'appui des OPCO et de la GFIP en l'occurrence, travailler à ce programme de formation préalable au recrutement. On l'a fait sur des métiers de secrétariat médical, de gestionnaire de scolarité, sur des métiers aussi de la restauration, donc pas mal sur les métiers en tension aussi depuis 18 mois. Voilà. 3e point en complément des demandeurs d'emploi, donc le slide suivant, on est aussi un petit peu à la jonction sur les besoins des conseils et services liés à la compensation du handicap. La logique du rapprochement, c'est de dire aujourd'hui l'inclusion et cet esprit inclusif que l'on veut avoir sur la société d'emploi pour les personnes handicapées, c'est faire que ce ne soit pas que l'affaire de personnes spécialisées ou de spécialistes. Donc c'est vraiment de rendre l'ensemble des services vers lesquels les personnes vont se diriger ou les employeurs vont se diriger avec la ressource en interne qui va pouvoir générer une amplification du taux d'emploi. Donc, les besoins de conseils et de services liés à la compensation du handicap, on les apporte dans ce projet de rapprochement avec les services de Pôle emploi. Donc, en contribuant à l'analyse de la situation du travail de la personne recrutée, le diagnostic des préconisations sur les adaptations et les aménagements nécessaires. L'accompagnement à l'intégration du futur collaborateur, c'est aussi la sensibilisation des managers et des collectifs de travail de proximité et le suivi dans l'emploi du collaborateur lorsque c'est nécessaire, mais bien sûr, sans se substituer aux liens contractuels qui vont se passer entre la personne et l'employeur qui sont co-engagés par ce lien contractuel. Et bien sûr, avec l'appui sur ce point des parties prenantes que vont être le service de santé au travail qui a cette vocation de recommander les ajustements nécessaires et qui connaît l'emploi et l'environnement de travail, et également les outils, les financements, les mesures qui vont être auxquelles on pourra faire appel, des prestations d'ergonomie, la GFIP, etc. Le point suivant. Alors, le point suivant est sur le maintien en emploi, puisqu'on est aussi dans une logique de sécurisation des parcours professionnels. Alors, la sécurisation des parcours professionnels, on l'entend souvent avec, par exemple, des contrats de courte durée qui peuvent s'interrompre, etc. Mais c'est aussi éviter la rupture du contrat du fait de l'apparition du handicap ou de l'aggravation d'une situation de handicap. Et cette sécurisation des parcours professionnels, l'enjeu, il est déjà qu'une personne qui va être en arrêt de travail, on sait qu'au bout de 6 mois, il y en a 1 sur 2 qui ne reviendra pas en emploi. Donc ça, c'est quand même une thématique importante, et de se dire qu'on doit agir au plus vite possible. On est dans une logique aussi qui est avec partie prenante de l'assurance maladie, de dire il faut qu'on puisse avoir une convalescence active. Donc une convalescence active, c'est dire je suis en arrêt de travail en période de soins, mais je dois déjà me reprojeter de comment je vais pouvoir revenir au travail, en lien avec les services de santé au travail, avec mon manager, ne pas perdre ce lien, c'est important. Et l'enjeu pour l'entreprise, bien sûr, il est de maintenir ses ressources, il est de maintenir ses expertises, il est de maintenir son histoire d'entreprise avec ses collaborateurs, qui est important également. Donc là, le maintien en emploi, les conseillers de Cap Emploi vont agir donc dans la recherche des solutions pour ces situations dans lesquelles le risque de perdre l'emploi du fait de l'apparition ou de l'aggravation d'une situation de santé va pouvoir agir. On va adapter bien sûr les situations de travail, et Cap Emploi est également opérateur habilité du Conseil en évolution professionnelle, donc le CEP, bien sûr pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour les salariés en situation de handicap lorsque le handicap est
particulièrement prégnant dans la situation de maintien en emploi que l'on doit traiter. Voilà, donc le maintien, je vous ai donné un petit peu les enjeux, et cette sécurisation des parcours professionnels, je pense qu'elle est vraiment importante, et là, elle embarque des triptyques vraiment entre l'employeur, le salarié lui-même, puisqu'on est dans une relation contractuelle, le service de santé au travail, et autour, tout un ensemble de supports, d'outils, de partenaires qui vont pouvoir co-intervenir et coagir. Et il y a beaucoup d'outils aussi qui existent pour permettre aussi aux employeurs d'appréhender ces situations-là, et aux managers de proximité, parce que souvent, c'est le premier qui va se rendre compte qu'il y a, OK, s'il y a un arrêt de longue durée, c'est un signe, mais s'il y a plusieurs arrêts de courte durée, c'est le manager de proximité qui va s'en rendre compte. Et ça peut être un signe peut-être d'alerte, de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour maintenir et ajuster cette situation-là. Donc voilà pour le quatrième point. Très bien. Et on revient du coup sur alors le slide encore suivant, qui va répondre à la question de la personne. Voilà. Encore. Oui, voilà. Puisque donc on est sur une… donc là, je continue, Hélène. On est sur une programmation donc, qui a commencé en octobre, parce que c'est un travail qui s'est préparé depuis 18 mois à distance, mais pour créer un rapprochement physique. À partir d'octobre, on commence les premières installations dans ces lieux uniques d'accompagnement, et on doit créer in fine en Ile-de-France 123 teams handicap dans chacune des agences. Et, on a déjà les 14 agences du Val d'Oise qui sont installées. Et puis, sur les 7 autres départements franciliens, c'est progressif entre octobre et mai, et on est sur un rythme d'une quinzaine d'agences qui sont déployées par mois en moyenne. Donc là, vous avez après tout le schéma derrière, voilà, encore après, qui dit, voilà, depuis janvier 2020, on était en phase pilote jusque mai 2022. Et voilà, là, vous avez le déploiement novembre-décembre. On sera déjà bien avancé à la fin de l'année. Donc ça, vous l'aurez après par écrit. Et après, vous allez avoir les affaires. Donc Hélène, je te laisse reprendre la main. Oui. Et ce qui est important, effectivement, c'est de savoir que ces teams handicap, dans 50% des agences franciliennes, à peu près, vous pourrez compter sur elles dès le mois de janvier. Et puis, 100% à compter de mai 2022, on sera déjà à 90% au mois de mars. Donc voilà, elles sont une réalité sur le territoire du Val d'Oise, et elles vont l'être progressivement sur l'ensemble du territoire francilien d'ici au printemps prochain. Alors, comment les contacter? Donc, très concrètement, vous avez aujourd'hui des lignes directes dans chacune des agences Pôle emploi vers les services entreprises. Et donc, vous avez cette cartographie qui est disponible d'ailleurs sur notre site internet. Vous avez le lien en bas de la page à droite qui vous permet d'avoir les numéros de téléphone de l'ensemble des services entreprises dans les agences, et ces services entreprises sont l'intermédiaire pour pouvoir contacter la team handicap. Et je te laisse compléter, Anne-Cécile, avec la planche suivante. Oui, alors c'est la page d'après en fait, parce qu'effectivement on est en période de transition, Lilian. Oui. La page d'après, donc là c'est effectivement les coordonnées par département aujourd'hui des services. Mais les teams existants déjà, elles travaillent déjà bien ensemble. Voilà. Donc aujourd'hui, on est encore dans ces solutions, dans la période intermédiaire, mais là, vous avez déjà les coordonnées pour chacun des 8 territoires. Voilà. Vous pouvez choisir, soit vous contactez une agence Pôle emploi, soit vous contactez un Cap emploi, et quoi qu'il arrive, comme on est dans une offre de services intégrée, vous bénéficierez des 4 services qu'on vient de vous décrire, selon vos besoins et selon la situation de recrutement dans laquelle vous êtes. Voilà. Très bien. Petite fin. Vos questions, il y en a déjà eu un petit paquet pendant que vous étiez en train de parler. En tout cas, ça prouve que ça a plutôt été bien compris. Que reprendre puisqu'il y en a pas mal. Il y a une question concernant le DuoDI notamment, où on nous demande si malgré la diffusion de plusieurs offres pour l'opération DuoDI, beaucoup d'entre elles n'ont pas été pourvues. À quoi est-ce que cela pourrait être dû?
Ouais. Alors, sur les duodés, on a le nombre de demandes de duos, je parle au niveau du territoire, hein, ça fait x3 de cette année par rapport à l'année dernière. Oui. Donc, il y a aussi un nombre plus important d'employeurs qui présentent des duos. Il y a la possibilité qui a été ouverte et souhaitée par le ministre que les personnes puissent s'inscrire en direct et puissent communiquer en direct avec l'entreprise. Donc, il y a aussi une nouveauté dans cette logique du duodé. En tout cas, nous, pour l'Île-de-France, je sais qu'on est déjà à peu près à 480 duos formés. Là, au niveau des caps, je n'ai pas les chiffres pour tout le monde. Et on est à peu près similaire que l'année dernière. Voilà, on est à peu près dans les mêmes logiques que l'année dernière. Et j'ai regardé hier soir, on a 3 fois plus de demandes. D'accord. Voilà. OK. C'est pas tant qu'il y a moins de duos, c'est qu'il y a plus de demandes. C'est qu'il y a plus de demandes, donc forcément, il y a toute une logistique à mettre en place pour réussir à tous les accueillir. Donc, c'est forcément un peu plus compliqué, si je comprends bien. En tout cas, ça nécessiterait… et les personnes peuvent se positionner en direct. Ça, c'est nouveau aussi. D'accord. C'est ce que fait par Madame Cluzel. Et après, il y a un point qui est important, c'est par rapport à l'anticipation, parce qu'il y a aussi, comme on est à 3 jours, on a bien vu aussi depuis les derniers jours, on a vu les demandes aussi qui arrivent de plus en plus depuis ces derniers jours. Donc, plus on fait au dernier moment, moins c'est peut-être évident aussi de trouver le binôme. Et moins c'est évident, et là, c'est comme sur les questions au niveau du recrutement et de la compensation. Mais si jamais il y a une compensation à mettre en place au titre du duodé, si le duo s'est formé 2 jours avant, c'est vrai que ce n'est pas facilitant pour organiser dans les meilleures conditions l'appui à la compensation du duo. Et je le signale parce que ça peut créer peut-être des difficultés ou des frustrations, oui, ça peut arriver. Des frustrations de part et d'autre. Parce que j'ai eu un appel hier, notamment d'une entreprise qui était embêtée sur le fait de pouvoir recourir à un interprète de langue des signes. Ah oui. Mais le problème, c'est qu'on peut se trouver aussi dans difficulté tous les interprètes des langues des signes sont très largement sollicités pour le duodé. Et il y a un moment, on peut pas ils ont pas forcément, ils ne peuvent pas fournir, ils ne peuvent pas être partout. Donc, peut-être que le duodé peut se faire un autre jour dans la semaine, je ne sais pas. Mais voilà, non, mais ça, très concrètement, c'est vraiment ça peut être une difficulté sur ce type de compensation. Oui, après, il faut prendre le duodé pour ce qu'il est. C'est une opération de sensibilisation. Et Voilà. si ça marche si bien pendant ces 2 jours, il faut aussi y penser au long cours, on va dire, sur tout le reste de l'année. Voilà, mais je préfère le signaler, par exemple, vraiment sur la question des interfaces de communication interprète. Il n'y en aura pas un par entreprise. On ne peut pas les former en 3 jours. Voilà. Alors, je vais juste vous poser une dernière question pour le coup qui concerne aussi bien la GFIP que Cap Emploi. Il y a quelqu'un qui pose une question qui se dit, mais finalement, si je comprends bien, je ne saisis pas trop la différence qu'il y a entre Cap Emploi et la GFIP. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce qui vous distingue? Moi, je le sais, mais je préfère autant vaut mieux vous laisser parler plutôt que moi. Alors, Cap Emploi est un service exclusivement sur la partie handicap, donc qu'on soit sur l'accès à l'emploi, le maintien à l'emploi, l'évolution professionnelle, et met ses ressources au service du projet global du service public de l'emploi, on va dire. Donc, mais l'action de Cap Emploi, y compris lorsque on est au sein des équipes des teams handicap de Pôle emploi, on n'accompagne que la question du handicap. Et vous accompagnez les candidats. Oui, c'est ça, vous êtes sur du conseil. Vous avez une dimension de conseil, vous avez des conseillers qui accompagnent les candidats et les recruteurs, et puis comme nous d'ailleurs, nous avons d'ailleurs, voilà. Et la GFIP, la Wari, excusez-moi, je parle pour vous, mais vous allez compléter, vient nous outiller et vient aussi former nos conseillers. Je pense que c'est important de le dire également. Nous avons aussi, via la GFIP, des possibilités de formation pour nos conseillers sur l'ensemble des aides, des formations disponibles. Et voilà, on se complète très bien. Vraiment une vraie complémentarité. Et ce que je peux ajouter aussi, c'est que nous, on met à disposition tous les outils et notre offre d'intervention qui est large. Comme je disais, elle est sur 3 niveaux. Il y a les services, les prestations qui sont beaucoup plus des outils de diagnostic par rapport à des typologies de handicap et les aides. Et ces aides-là et ces prestations sont mobilisées par les partenaires Pôle emploi et Cap emploi. Après, nous avons notre service que j'avais présenté, c'est que nous, on peut vous accompagner dans la réflexion, dans la mise en place d'une politique handicap. Donc, vraiment dans la logique où vous allez réfléchir un peu plus loin.
C'est-à-dire, je veux recruter, ça, c'est Pôle emploi et le lien, on le fait. Mais après, de dire quelles sont les actions que je peux mettre pour essayer de remplir mon obligation d'emploi à travers un plan d'action. Et dans ce cadre-là, nous, la GIFIP, on va venir vous accompagner dans cette démarche-là, que je disais, ça débouchera éventuellement soit vers un accord que vous signez avec vos partenaires sociaux, avec votre plan d'action, et à ce moment-là, vous ne versez plus la contribution à la GIFIP parce que vous allez la gérer vous-même quand l'accord est agréé par l'État, soit une convention avec la GIFIP. Mais on est vraiment en complémentarité et en étroit partenariat parce que c'est l'un ou l'autre travaillent ensemble et surtout l'outil qui est mis à disposition de Pôle emploi et de Cap emploi dans cette démarche-là. Voilà un peu la différence. Et peut-être pour compléter ce que vous dites, Lawari, et pour donner un exemple, pour l'illustrer un peu, on a des enjeux très forts de formation des personnes en situation de handicap en Île-de-France. Elles représentent presque 6% de la demande d'emploi en Île-de-France et seulement 3,5% entrent en formation. Donc on voit bien qu'il y a un écart important entre le potentiel de personnes disponibles et les personnes formées. Du coup, on travaille avec la GFIP dans le cadre d'un partenariat pour pouvoir abonder et proposer des aides individuelles à la formation aux demandeurs d'emploi en lien avec les compétences recherchées par les recruteurs. Voilà, donc et nous, on prescrit, on oriente les demandeurs d'emploi en situation de handicap, les conseillers Pôle emploi, Cap emploi, vers la formation. Et la GFIP vient nous aider pour le financement, pour aussi le travail avec les organismes de formation sur l'offre de formation à destination des personnes en situation de handicap. Voilà. Il y a pas mal d'outils. Hélène en a parlé des demandeurs d'emploi. Anne-Cécile a parlé aussi du maintien de l'emploi et des salariés, parce qu'on peut aussi, dans le cadre de vos salariés qui ont une problématique de santé et qui vous souhaitez les reclasser vers un autre poste, vers un autre métier, et qui a besoin de les qualifier, les former, à ce moment-là, Pôle emploi travaille avec vous, Cap emploi, excusez-moi, travaille avec vous sur cette question de reclassement en interne, et après, derrière, s'il y a besoin avec votre OPCO à cofinancer ou à financer une formation ou avec Transition Pro, nous pouvons apporter aussi un soutien et une prise en charge du financement de la formation de votre collaborateur qui serait reclassé sur un autre poste avec tous les aménagements nécessaires. Donc vraiment, cette complémentarité, elle est là. 3 offices, Pôle emploi, Cap emploi, back office, AGFIP, sur la partie de la mobilisation de notre offre d'intervention, si je puisse résumer comme ça. Voilà, mais c'est important direct de avec dire. vous, beaucoup sur la partie recrutement et personnes. Ben voilà. On va poursuivre pour le coup avec d'autres qui sont en contact direct également. Donc comme ça me fait une transition rêvée. Hein, je la saisis au vol. Donc on va avoir Philippe Bouchard qui va nous parler de ce qu'est une entreprise adaptée de travail temporaire. Nouveauté ou pas. Il a choisi de ne pas avoir de support, donc l'artiste travaille sans filet. Oui. Donc, oui. on va être très attentif à tout ce qu'il nous dit. Ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas de présentation, je tiens à le dire, parce qu'on a des personnes qui sont férues de présentation. Il nous a envoyé une présentation qu'on vous fera parvenir par la suite, mais autant écouter à la source ce qu'il a à nous raconter. Merci Lilian. Je vais déjà présenter ce qu'est une EATT, puisque l'EATT est une expérimentation voulue dans la loi de 2018 qui permet aux EA, aux entreprises adaptées, de devenir des actrices dans l'inclusion durable des personnes en situation de handicap en utilisant tous les dispositifs du travail temporaire. Pour ça, donc en gros, on a créé aujourd'hui, l'État a permis de créer des entreprises de travail temporaire en discrimination positive qui a pour but de n'intégrer que des personnes en situation de handicap. Donc pour ça, on va utiliser tous les dispositifs du travail temporaire que sont l'intérim, le CDD, le CDI, l'alternance, mais également les dispositifs propres à la branche du travail temporaire que sont des contrats courts de formation pour aider les personnes en situation de handicap qui ont un projet professionnel à atteindre ce projet, à intégrer des entreprises des bassins d'emploi et à terme, pour la plupart, l'objectif est à 30%, mais les premiers résultats sont un petit peu plus élevés, sont d'intégrer un CDI ou un CDD dans une entreprise. Donc, l'idée, c'est d'avoir un acteur complémentaire de tous les acteurs que nous avons déjà vus précédemment. D'ailleurs, nous travaillons en lien avec les Cap emploi, avec les pôles emploi, dans l'objectif d'avoir des moyens supplémentaires, d'avoir des personnes en situation de handicap formées, adaptées au poste, qui cherchent un emploi et qui peuvent intégrer l'entreprise grâce à nos moyens. Donc, en complément des dispositifs institutionnels, Cap emploi, Pôle emploi et autres,
Nous travaillons aussi avec tout un réseau d'associations. Nous nous sommes rapprochés, nous nous rapprochons du secteur associatif. Et pour ça, l'apport de l'entreprise adaptée avec laquelle nous avons créé cette entreprise, Fast-Road, nous est plus qu'efficace, puisque nous travaillons avec tout un réseau de partenaires, des associations qui vont œuvrer dans le monde du handicap, par exemple derrière l'ADAPT, qui est un partenaire avec lequel nous travaillons. Également tous les job boards, et nous appuyons aussi sur l'avantage là d'être avec le réseau Randstad, avec les agences et tous les candidats qu'ils peuvent aussi recevoir. Puisque maintenant que je vous ai présenté qu'est-ce que le ATT, l'entreprise de travail adaptée de travail temporaire, je vais vous présenter Cliff, qui est notre entreprise. Cliff, c'est la combinaison des deux mondes, c'est-à-dire nous avons créé une entreprise avec une entreprise adaptée du bassin d'emploi qui est basée à Montreuil, qui s'appelle Fast-Road. Nous sommes également basés à Saint-Denis. Nous avons donc créé cette entreprise Cliff par Randstad, qui est vraiment la fusion de ces deux mondes et qui permet d'utiliser tous les moyens de l'EA, tous les moyens de l'entreprise de travail temporaire, afin de permettre l'inclusion des personnes en situation de handicap. Voilà pour dire très rapide et très simple qu'est-ce que le ATT. Les résultats sont plutôt positifs, même si on a démarré en 2019, fin 2019. En début 2020, il y a eu un petit problème en France qui a un petit peu ralenti le début de l'activité. Absolument pas. Oui, moi non plus. En 2021, on peut dire que l'entreprise a vraiment pris son envol et aujourd'hui, on arrive à une certaine stabilité. On a plusieurs dizaines de personnes qui ont été mises en emploi grâce à l'EATT par Randstad. On est même au-delà des 30% sur des CDD, CDI à terme. On sent que ce dispositif commence à s'installer. On installe un nouvel acteur. C'est un petit peu compliqué, mais ça y est, on commence à avoir un vrai élan. Et cet élan a été complété puisque nous venons d'ouvrir à Lyon. Et l'objectif à terme est de mailler le territoire national. Mais aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est plutôt l'Île-de-France. Donc, on a une agence en Île-de-France et vous aurez les coordonnées dans la présentation que Lilian vous enverra. Très bien. Donc, vous, du coup, vous êtes vraiment sur le côté, on va dire, vous avez concilié le meilleur des deux mondes, si on peut dire. Comme ça, oui, on va rester modeste. On a concilié deux mondes qui n'étaient pas foncièrement proches aujourd'hui, mais on en tire quelque chose d'assez positif. Et au-delà de ça, je dirais même que le gouvernement a aussi donné un autre moyen aux EA et aux EATT, excusez-moi, et aux entreprises de travail temporaire d'une manière simple, c'est qu'elle nous a permis d'avoir un nouveau motif de recours. Puisque, vous savez, pour avoir du travail temporaire, il faut soit avoir un accroissement d'activité, soit remplacer une personne absente. Et bien là, on a un nouveau motif qui est simplement de pouvoir mettre en emploi une personne sur le simple fait, entre guillemets, attention les mots, qu'elle est reconnue bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Ça peut être un moyen complémentaire. Donc, en gros, on a une palette aujourd'hui en France de moyens complémentaires pour favoriser l'inclusion, les Cap Emploi, les Pôle Emploi, les EATT, les associations. Nous en faisons partie de cet écosystème qui a pour unique but l'inclusion professionnelle. C'est ça, c'était le dernier point autour duquel on avait pu échanger et que je ne connaissais pas d'ailleurs avant qu'on en parle. C'est cette possibilité de faire appel justement à vous, tout simplement, pour essayer de permettre l'inclusion. Et on ne le dit pas assez, mais pour avoir travaillé dans l'insertion, l'intérim permet de découvrir des métiers, au même titre que les PMSMP peuvent le permettre, que les AFPR peuvent permettre de se former pendant les actions de formation préalable au recrutement peuvent permettre de le faire pour des demandeurs d'emploi. Et aussi, vous êtes mobilisable pas uniquement pour ceux qui sont demandeurs d'emploi, mais ça peut être aussi pour des personnes qui ont leur métier fragilisé du fait de leur handicap. Tout à fait, merci. Transition. C'est un beau duo, on a bien révisé. Oui, tout à fait. Ce que permet aussi la loi, c'est d'anticiper d'éventuelles inaptitudes et aider des personnes qui seraient aujourd'hui en emploi au sein d'entreprise d'accéder au monde du travail à travers le dispositif des EATT. Et puis, pour ça aussi, on s'appuie également sur tout ce qui a été présenté préalablement. On ne pourrait rien faire en tant qu'EATT sans nos partenaires AGFIP, Pôle emploi et Cap emploi, puisqu'il y a un moment où notre activité s'arrête, nos compétences s'arrêtent, et c'est les leurs qui sont mis en avant et qu'elles font très bien d'ailleurs. D'accord, donc forcément des questions. Comme la présentation était claire, elle amène des questions. Donc comment est pris en compte ce nouveau et comment est pris en compte ce nouveau dispositif dans le cadre de l'OETH? On est sur l'emploi direct. Donc quand vous recevez de par les URSSAF votre taux d'emploi, et vous pouvez venir forcer la DSN avec les équivalents temps plein réalisés par des intérimaires en situation de handicap. Très bien, simple.
précis. Comment orienter les personnes en EATT? Est-ce que c'est un choix personnel de la personne ou est-ce que le SPE peuvent proposer cette orientation? Après, moi, je ne vois pas de difficulté à le proposer, on ne peut pas l'imposer. Non, on va plutôt travailler en partenariat avec le SPE, justement. Et puis, les personnes aussi font le choix. Je travaille également pour le groupe Randstad à côté. Et je me rends compte que les personnes qui poussent la porte de l'EATT, on ne les a pas foncièrement dans une entreprise de travail temporaire classique. Donc, le fait d'avoir créé une entreprise dédiée aux personnes en situation de handicap doit baisser des freins et permettre aux personnes qui peut-être ne feraient pas le pas vers l'intérim classique de venir essayer de trouver un emploi à travers l'EATT. Ok, très bien. Bah, écoutez, je pense que beaucoup de choses ont été dites et on va quand même passer la parole à tout le monde parce qu'on arrive à tenir notre timing plutôt pas trop mal. Questions avec, on est plutôt pas mal. Donc forcément, lorsqu'on a parlé de besoins de formation aussi des publics qui sont en situation de handicap, on pense forcément formation, éducation nationale. Donc éducation nationale, Guylaine, la dernière, mais pas la moindre. C'est votre tour d'intervenir pour expliquer quels sont les ponts possibles à ce moment-là. Donc, il s'agissait de répondre ou de contribuer à une réponse, puisque la plupart des panélistes donnaient déjà l'essentiel de tous les services qui peuvent être apportés aux entreprises, de voir comment la relation école-entreprise pouvait contribuer à donner des pistes possibles pour remplir l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés de la part des entreprises. Alors, je vous fais pas l'injure, j'espère, de vous montrer une carte de France, puisque la spécificité que nous avons, évidemment, l'éducation nationale, même si je parle, moi, plutôt de la formation tout au long de la vie, c'est de s'appuyer, évidemment, sur le réseau de la formation initiale, que tout le monde connaît, pour avoir eu d'ailleurs de bonnes ou de moins bonnes expériences. C'est ce que j'ai déjà entendu, rien que pendant le petit accueil que vous nous avez réservé ce matin. Donc, vous avez ici rapidement une carte des académies, des grandes académies, des régions académiques, puis telles qu'elles se présentent aujourd'hui depuis début janvier 2020. Et donc, l'Académie de Créteil et l'académie fait partie de l'Académie Île-de-France, maintenant l'Académie régionale. Et donc, vous avez une idée comme ça du territoire que nous représentons. Donc, nous sommes en bleu, le département, un immense département 77 dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, et deux autres départements, le 93 et le 94. Je vous ai placé à droite la carte de nos départements pour que vous ayez une idée des centres de formation dont nous disposons. Donc, 180 sites de formation. Alors, d'abord, on s'appelle le réseau des GRETA quand on parle de formation des adultes. GRETA, je ne sais pas si ça vous servira dans un jeu, mais ça veut dire groupement d'établissements. C'est pour ça qu'on a ce joli nom. Et donc, les petites pastilles que vous voyez sur les cartes correspondent en fait aux prestations, j'y reviendrai juste après, que nous proposons dans nos centres. J'ai d'ailleurs passé sur la première diapo quand même quelque chose qui nous caractérise, c'est que nous travaillons sur les trois voies professionnelles. Trois voies professionnelles qui sont la voie professionnelle scolaire, donc ce qu'on appelle la formation initiale, en gros les lycées professionnels, la voie par apprentissage, d'accord, et la voie de la formation continue. Alors, les prestations que nous proposons sont variées et correspondent à mon avis, d'ailleurs ce qui a été dit par les panélistes précédemment, à des outils auxquels vous pouvez avoir recours pour accompagner, maintenir dans l'emploi des salariés en situation de handicap. Par exemple, le bilan de compétences, des prestations de formation, évidemment, et la validation des acquis de l'expérience. Quand on parle de prestations de formation de notre côté, on parle de tout type de prestations de formation, des formations diplômantes, par exemple pour les diplômes du ministère de l'Éducation nationale, des formations certifiantes pour les titres du ministère du Travail, des formations qualifiantes ou des formations préqualifiantes pour des salariés qui auraient besoin d'avoir une formation avant d'entrer dans un parcours. Alors, ça, c'est une petite présentation donc, générale de ce qui nous sommes. Maintenant, on est ici pour parler du handicap. Alors, dans notre réseau aujourd'hui, qu'en est-il de la prise en compte du handicap ?
Alors, dans un premier temps, je voulais simplement souligner que les stagiaires que nous avons en formation continue, puisque c'est quand même notre champ principal, en tout cas ici à la DAFPIC, la délégation académique à la formation professionnelle, on a des stagiaires qui, comme tous les autres d'ailleurs, stagiaires ordinaires, hein, doivent être accompagnés dans leur spécificité et selon leurs besoins. Je vous dirais qu'en plus, les stagiaires en situation de handicap, on y fait particulièrement attention aujourd'hui d'abord parce qu'on n'a pas le choix, et je m'en réjouis. On a un effet de levier qui est assez formidable, on doit dire, qu'il y a eu beaucoup d'effets chez nous avec les référentiels qualité Calliope, et qui, chez nous, dans l'éducation nationale, a pris une forme encore plus complexe et encore plus exigeante, qui s'appelle Eduform, puisque le référentiel qui s'impose à nos prestations inclut Calliope. Ce n'est pas du moins, c'est du plus. Donc, nous nous soumettons aux exigences de référentiel Calliope et Eduform, ce qui veut dire que nous adaptons, nous essayons de répondre autant qu'on peut le faire avec un appareil de formation aussi imposant aux exigences d'accessibilité, et nous devons faire appel, évidemment, quand c'est nécessaire, aux prestataires de la GFIP en ce qui concerne toute la compensation. Donc, nous faisons appel également au Cap Emploi, à Pôle Emploi pour prescrire ces prestations. Nous avons donc des référents handicap dans chacune de nos composantes, donc les GRETA, qui sont donc nos centres de formation, si vous voulez, et puis aussi le CFA académique, on a un CFA, et puis d'autres composantes comme le DAVA, qui fait de la validation des acquis, ou bien le DABM pour les bilans de compétences. Nous avons mis en place des process depuis l'entrée en formation, même avant l'entrée en formation, jusqu'à la sortie, voire dans l'emploi, pour accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap au mieux. Et pour ce faire, nous nous sommes appuyés évidemment sur toutes les possibilités qu'a offert la GFI pour référents handicap en formation, puisque nous avons, notamment pendant la période du confinement, pu avoir accès à l'ensemble de tous les outils qui étaient mis en place. Et puis évidemment, nous passons tous aussi, nous sommes tous formés aussi par défi métier quand nous prenons nos fonctions de référent handicap. Des coopérations sont en place au niveau académique, intra-académique, interacadémique, et de partenariats sont mis en place aussi avec les professionnels du secteur. Par exemple, et entre autres, le COS de Nanteau, le CRP Vivre, avec lequel nous avons d'ailleurs proposer des outils très intéressants de formation à distance avec des psychiatres sur le handicap psychique, avec la GFIP quand nous répondons aussi à des appels d'offres d'ailleurs que certains d'entre nous ont eu dans le 77 sur l'inclusion, dans le 94 aussi. Nous sommes partenaires de différents compétents et nous faisons justement de la reconnaissance des acquis de l'expérience pour des personnes en situation de handicap qui travaillent dans des ESAT. Alors concrètement, pour vous, les entreprises, parce que ça c'est ce qu'on fait et comment on gère, on essaie d'accompagner au mieux les personnes en situation de handicap dans notre réseau, qu'est-ce qu'on peut vous suggérer? Alors, grâce à la relation école-entreprise, vous pouvez accueillir des jeunes en situation de handicap qui sont dans la formation initiale professionnelle ou bien générale. Donc, ça peut être des stages de troisième, des stages de découverte, ou bien des stages des SECPA, par exemple. Alors, on n'a pas la réponse, il faudra peut-être la chercher sur l'âge à partir duquel vous pouvez prendre un élève et que ça soit effectivement comptabilisé au titre de votre obligation d'emploi. Voilà, donc avant c'était 15 ans, mais que pour nous, on a la possibilité de faire des stages de découverte avant 15 ans. Il faudrait savoir si c'est comptabilisé avant. Vous avez également la possibilité d'accueillir des jeunes ou des adultes qui sont en situation de handicap en PFMP. Là, on parle de la période de formation en milieu professionnel, qui est une période obligatoire de la formation des personnes, puisqu'elle fait partie des référentiels de formation des diplômes. Voilà. Et enfin, et pas seulement, mais vous pouvez également accueillir évidemment des alternants qui seraient en situation de handicap par le biais des contrats de professionnalisation ou des contrats d'apprentissage au sein de l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est dit.
Non, mais ça a le mérite de faire le pont aussi avec le fait qu'on soit effectivement en pleine semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, Absolument. mais qu'on est aussi conjointement en pleine semaine école-entreprise. Donc, c'est la période de l'année qui essaie de rapprocher ces deux mondes également, donc celui de l'école et de l'entreprise, et que pour le coup, c'était idéal de vous avoir pour faire le pont entre les deux thématiques. Alors, si je peux ajouter quelque chose que je n'ai pas dit, c'est qu'on est organisé donc enfin, pour la formation des adultes, mais évidemment, c'est la suite de la formation initiale, donc ça n'est pas c'est complètement cohérent avec la formation initiale. Nous couvrons quasiment tous les domaines de la formation possible et imaginable. Ça va de l'horticulture au BTP, en passant par le nucléaire, par les transports, la logistique, l'hygiène, la propreté, les secteurs en tension, l'aide des soins à la personne, l'hôtellerie-restauration, le sanitaire et social, etc. Donc, nous avons à disposition, je pourrais vous l'envoyer, les personnes intéressées pourront l'obtenir, la liste de toutes les SECPA, par exemple, qui existent dans le 93, dans le 94, avec les domaines sur lesquels les jeunes travaillent pour croiser les besoins éventuels et puis les besoins des élèves aussi qui, bien sûr, ont besoin d'aller découvrir ce que c'est que de travailler dans une entreprise. Alors, je ne sais plus ce qu'il y a derrière cette petite diapo, donc c'est une surprise pour moi. Si, alors j'avais rajouté quelques pistes, quelques dispositifs qui sont adaptés, me semblait-il, pour les personnes en situation de handicap et qui peuvent avoir un intérêt également pour vous. Donc, les entreprises d'entraînement pédagogique que l'AGEFIP connaît bien, puisque nous avions un conventionnement avec des places jusqu'à, je crois, cette année pour des personnes en situation de handicap. Les entreprises d'entraînement pédagogique ont cet intérêt d'être des entreprises virtuelles. Donc, ce sont des lieux de formation qui fonctionnent comme des entreprises réelles. Voilà. Avec des entrées et sorties permanentes, je crois, oui, des entrées et sorties permanentes. Nous avons évidemment une autre modalité qui sont les APP, c'est un label sur les ateliers pédagogiques personnalisés qui ont aussi qui présentent aussi cette souplesse d'avoir des entrées et des sorties permanentes. Et plus globalement, et pour inclure tout ce que je n'aurais pas pu dire dans ma présentation, la spécificité que nous avons dans la formation des adultes, c'est que nous montons des formations ad hoc, évidemment. Nous montons des formations en fonction des besoins des entreprises et en fonction des besoins et des attentes. Et donc, nous sommes capables, dans notre organisation, de monter des dispositifs de formation sur l'aspect ingénierie de formation, ingénierie pédagogique, mais évidemment, de les accompagner des ingénieries financières éventuellement complexes, je n'en doute pas, qui vont avec. Voilà. Et pour terminer, des petits remerciements et puis à vous pour votre écoute. Et puis j'ai mis derrière, vous l'aurez puisque cette présentation est disponible, les coordonnées également de ma collègue Catherine Smith, qui, comme vous la connaissez bien, Lilian, fait le lien spécifiquement avec l'école et l'entreprise. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Mais vous ne pensez pas que vous allez pouvoir vous en tirer comme ça? Vous avez aussi des questions. Alors, donc, dans le timing, on est à 5 minutes près, mais on n'a plus qu'une question donc, qui va peut-être intéresser tout le monde. Donc, pour un stage de découverte, on nous demande combien de temps doit durer ce fameux stage. Après, ce n'est pas spécialement pour vous la question, elle est valable pour tout le monde. Hein. C'est combien de temps doit durer un stage pour être pris en compte dans le cadre de la DOETH, si je comprends bien. À vos buzzers, le premier qui répond a gagné. Non, alors moi, je ne saurais pas répondre sur la durée limite pour que ça soit, s'il y a une durée minimale pour que ça soit intégré. Ce que je sais en revanche, c'est qu'aujourd'hui, les établissements scolaires sont extrêmement souples sur l'organisation des stages de découverte. Et que suite au confinement, d'ailleurs, il y a tout ce qui a bouleversé en fait, les modes de faire. On m'a bien confirmé la semaine dernière qu'il a été possible d'avoir des stages qui seraient à mi-temps ou des stages partagés entre plusieurs entreprises. Enfin voilà, d'avoir qu'une entreprise ne se sente pas obligée d'avoir un jeune pendant 5 jours consécutifs et à plein temps toute la journée, qu'on est assez souple sur cette organisation-là. Maintenant, sur la durée minimale, il faudrait qu'on vérifie. Quelqu'un aurait la réponse? Moi, j'ai un début de réponse. En lisant les textes, j'avais vu qu'il n'y avait plus de limite de temps réellement. C'est tout de suite. Oui. C'est tout de suite. Donc, après, on va se dire qu'il faut au moins faire 2 jours quand même, histoire que ce soit valorisable. Mais dans les textes, il n'y a plus de limite de temps, normalement.
Parce que pour que ça rentre dans les équivalents temps plein, il faut un certain temps quand même. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a plus de limite pour que ce soit pris en compte, mais après, le bon sens fait que c'est sûr que pour une seule journée, c'est un peu en équivalent temps plein, on est à des centièmes, quoi. Et on a une autre question qui a été posée, vous y avez un peu répondu parce que vous accompagnez également les parents, mais donc il y a quelqu'un qui a posé la question de est-ce qu'on accompagnait aussi les parents de personnes qui sont en situation de handicap et qui le faisaient dans ces cas-là? Alors, moi, je ne peux pas parler d'enfants qui seraient en formation initiale, par exemple en école primaire ou au collège, parce que ce n'est pas du tout mon champ. Ce que je peux vous dire, en revanche, pour les BTS, par exemple, on a des apprentis en ce moment qui sont en situation de handicap et qui sont en BTS et qui sont en alternance. Les parents sont des interlocuteurs à part entière que nous tenons au courant en permanence et qui s'adressent directement à nous parce que c'est eux qui ont suivi leur enfant depuis toujours et que c'est eux qui connaissent, qui sont d'ailleurs, pour certains d'ailleurs, qui sont le mieux à même de décrire les besoins exacts de l'enfant qu'on a. Donc, c'est les cas que nous, on a dans les BTS, aujourd'hui pour deux jeunes. Dans le fil, j'ai répondu en partie à cette question. D'accord. En précisant notamment parce que je ne connaissais pas la nature vraiment de la question, mais j'ai précisé que pour les jeunes adultes, on va dire, qui sortent de l'éducation scolaire, qui sont entre deux, sur le site du CRIT, j'ai mis le lien, il y avait notamment des petites vidéos pour comment faire une démarche d'RQTH, une qui était faite pour les jeunes infra-bac et une pour les jeunes post-bac. Parce que la question aussi dans la non-rupture des parcours, c'est d'accompagner les transitions entre des jeunes de l'éducation nationale vers ensuite le dispositif adulte. Donc, j'ai mis le lien. Voilà. Et si je peux me permettre, alors c'est un peu grâce à vous, mais on a parlé hier, quand on préparait cet échange de la convention à tout pour tous. Et il se trouve que du coup, j'ai téléchargé un document qui est très bien, qui est un travail qui émane de cette convention, qui est justement à destination des professionnels qui accompagnent les jeunes dans leur démarche de reconnaissance de RQTH. Et donc, elle s'adresse à tous les professionnels. Le lien que j'ai mis, vous arrivez direct sur cette page. Eh ben voilà. Et on ne l'a pas préparé ensemble en plus, hein, c'est fou. Hein. Super. Donc voilà, après la question, c'est comment obtenir la liste des domaines de formation lorsqu'on est d'une autre académie. Et ce sera peut-être la dernière question du jour parce qu'on va essayer de respecter le timing qu'on s'était prévu. Tout le monde essaye de se téléporter sur les prochaines visios qu'ils auront sans doute. Alors, attendez, je la répète. Comment obtenir la liste des domaines de formation lorsqu'on est d'une autre académie? Ah, vous voulez dire des gens qui voudraient avoir, par exemple, la liste des SECPA dont j'ai parlé, mais dans une autre académie? C'est peut-être… Ou les domaines de formation, enfin, un peu comme les calendriers, enfin, j'imagine l'annuaire de formation qu'il peut y avoir et qui sont faits en fonction des académies. Alors, soit vous allez… sur le site de Pôle emploi et vous avez trouvé ma formation et donc ça répertorie l'ensemble des formations, y compris celles des Greta qui sont financées par le conseil régional, par Pôle emploi, enfin voilà, par l'ensemble des acteurs existants. Et puis sur le site aussi de Défi Métier, vous avez également l'offre de formation, l'ensemble de l'offre de formation qui est disponible. Donc Défi Métier sera plus à l'échelle francilienne. Sur Pôle emploi, vous avez l'offre France entière. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, c'est parfait. À 10 minutes près, on va dire qu'on a tenu nos engagements, ce qui n'était pas chose aisée. Donc, je remercie l'ensemble des panélistes parce que vous avez tous joué le jeu. Et je tiens à le préciser. Tout le monde a joué le jeu de rendre sa présentation la plus accessible possible à tous les niveaux de compréhension. J'ai vu qu'il y avait 2 ou 3 petites questions auxquelles on n'a peut-être pas répondu, mais qui, je pense, on trouve leurs réponses dans les documents qui seront transmis aussi. Dans le doute, n'hésitez pas à nous solliciter. Vraiment, on reste accessible et vraiment, comme vous l'avez vu, c'est des personnes qui sont proches du terrain et qui sont là pour répondre aux différentes demandes. Donc, on remercie aussi le MEDEF Île-de-France et donc l'ensemble des MEDEF territoriaux pour nous avoir accompagnés dans le montage de ce dossier, avec un remerciement tout particulier pour quelqu'un qu'on ne voit pas, qui est Elena et qui vous a contacté les uns et les autres et qui m'a aidé à monter l'ensemble de ce webinaire avec Pascal, l'homme de l'ombre, qui va se charger du montage de tout ça et qui fera en sorte que le replay soit disponible aussi pour chacune de vos organisations. Bon ben voilà, comme on dit, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Donc au plaisir de vous retrouver les uns et les autres sur d'autres éléments. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.